Bonjour mes amis, très ravie de vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube qui a pour but d'expliquer un peu des concepts qui sont compliqués par des choses simples. Elle est dédiée essentiellement aux étudiants de médecine ou n'importe qui s'intéresse à l'audiométrie, au vertige et même à toute pathologie allergique. En gros, je suis ORL et je suis également spécialisée en allergologie, donc ce qui fait que j'aimerais bien aider les gens dans ces deux domaines. Alors, si à travers ce petit exposé, j'aimerais bien expliquer comment on fait un audiogramme. Alors, on sait très bien que l'oreille est constituée de trois parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et en fait, si vous voulez, à travers un audiogramme, on va étudier à la fois la conduction osseuse et la conduction aérienne. Vous voyez bien à travers ce schéma, avec les flèches bleues, on veut dire la conduction osseuse. Vous voyez bien que le son, quand on stimule une paroi osseuse, il parvient rapidement et directement vers l'oreille interne, et que quand on stimule par voie aérienne, le son arrive à l'oreille en suivant le chemin oreille externe, oreille moyenne, puis oreille interne. En fait, si vous voulez, le pavillon, il va amplifier le son, et ce son-là, il est dirigé par le pavillon vers le conduit auditif externe. Les bruits où le son va faire vibrer la membrane tympanique, et ensuite, c'est la chaîne ossiculaire qui va également bouger avec un mouvement de levier, et il y a une certaine différence, bien évidemment, entre la surface de la membrane tympanique et la surface de l'étrier, qui fait que ce son-là va être très amplifié pour pouvoir stimuler l'oreille interne. Et en fait, ces mouvements-là de l'étrier, ils vont stimuler, en fait, si vous voulez, l'oreille interne. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais sachez que le mouvement de l'endolymphe qui se fait au niveau de l'oreille interne va évidemment, selon la fréquence du son, stimuler certaines cellules de l'oreille interne, parce que les cellules, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle une tonotopie fréquentielle, c'est-à-dire il y a des cellules qui sont spécialisées dans les fréquences graves, d'autres qui s'occupent des fréquences aiguës. Donc en fonction de la fréquence du son, donc il y a certaines cellules qui vont être stimulées, et voilà, et suite à ça, il y aura une une genèse d'un influx nerveux qui va passer dans les voies auditives jusqu'au cortex cérébral. Voilà. Donc, tout ce que je veux vous dire à travers ce petit schéma, c'est que, comme vous le voyez, il y a une différence entre la conduction osseuse qui se fait directement dans l'oreille interne, la perception, que par la voie aérienne où le son va traverser tout ce chemin. Deuxième chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que pour faire un audiogramme, il faut une cabine insonorisée. On va avoir besoin d'un casque en conduction aérienne et d'un vibrateur mastoïdien pour la conduction osseuse. Alors maintenant, concernant le tracé ou bien la courbe sur laquelle on va travailler, en fait, il faut savoir que l'audiogramme, on va placer nos points sur un diagramme qui va fonctionner en termes de perte auditive. C'est-à-dire, quand je dis zéro, c'est pas 0 décibel d'audition, c'est 0 décibel de perte auditive. Et plus la perte auditive est importante, plus la courbe va descendre vers le bas.
Bien évidemment, on va, stimuler par des sons de différentes fréquences. Pour la conduction aérienne, on peut aller de 125 jusqu'à 8000 Hertz et pour, la conduction osseuse, on peut aller de 250 Hertz jusqu'à 4000 Hertz seulement. Vous le devinez bien, la courbe de conduction osseuse doit toujours être au-dessus de la courbe de la conduction aérienne. Ceci dit, sur une oreille normale, les 2 courbes, elles vont être superposées, mais vous présenterez toujours la conduction osseuse au-dessus de la conduction aérienne. Alors, la question qui se pose en premier, par quoi va-t-on commencer? Par la conduction aérienne ou la conduction osseuse? Tout d'abord, ça va être par la conduction aérienne. En fait, on va mettre un casque et donc le casque, qui dit casque, donc le trajet, ça va être pavillon, conduit auditif externe, oreille moyenne, oreille interne et donc c'est une conduction aérienne. Ça va de soi. Donc on va utiliser des sons de différentes fréquences et ce sont des sons pulsés, purs, c'est sous forme de bip 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 et l'idée va être de commencer, avec des sons de 0 décibel de perte, ensuite 10, on augmente au fur et à mesure l'intensité du son et on va juste noter par un point l'intensité à laquelle le patient vous fait signe qu'il entend. Donc s'il entend à 10 décibels, je vais mettre 10 décibels, un point à 10 décibels. Et pareil, pour chaque fréquence, généralement, nous commençons par la fréquence 1000, puis 2000, puis 4000, puis 1000. Et ensuite, on revient sur les graves, que ce soit 500 ou 250, puis voilà, 500. Voilà, donc c'est ça. Alors, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que on commence, on va faire simple, hein, là, je ne vais pas vous montrer des cas compliqués. On commence par l'oreille droite, puis on fait l'oreille gauche et généralement, on fait 2 passages pour chaque fréquence. C'est que je stimule 2 fois sur la même fréquence, la même oreille pour être sûr que mes, réponses, sont justes, hein. C'est que la personne, elle est pas en train de simuler, parce que si elle simule, généralement, tu n'auras pas le même point sur les 2 passages, et pour être sûr qu'on est bien correct. Ensuite, on va faire la conduction osseuse. Deuxième remarque, j'ai oublié de vous le dire, c'est que l'oreille gauche est toujours représentée en bleu, l'oreille droite toujours représentée en rouge. Ça, c'est valable pour toutes les explorations fonctionnelles en audiologie, que ce soit pour les PEO, que ce soit pour les PEA, que ce soit pour l'audiogramme, c'est valable pour tout. Pour la conduction osseuse, donc on va utiliser le vibrateur mastoïdien, ce que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement. C'est ça, c'est le petit vibrateur que vous voyez sur ma droite. On le pose sur la mastoïde et on va stimuler. Et pareil, dès que le patient entend du bruit dans l'oreille, eh bien, on va marquer ce point-là. Généralement, on doit masquer sur une conduction osseuse l'autre oreille pour éviter ce qu'on appelle le passage transcrânien et ne pas avoir une courbe fantôme, c'est-à-dire une courbe faussement, voilà, une fausse, enfin, si j'ose dire, réponse par transfert transcrânien. Bon, ça c'est trop compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sachez qu'il faut généralement masquer l'oreille contralatérale par un son, c'est comme du vent, c'est un son, on appelle ça un bruit blanc, voilà. Alors maintenant, chez quelqu'un de normal, évidemment, les 2 courbes, elles vont se superposer comme vous le voyez ici et la perte auditive ne dépassera jamais les 20 décibels. Si on est au-dessous de 20, on est déjà sur une surdité. Deuxième chose, je vais vous donner là, par exemple, j'ai trouvé cette courbe-là très intéressante dans le sens où elle présente déjà la conduction aérienne, la conduction osseuse et ce qu'on appelle aussi le seuil d'inconfort.
Pour chaque fréquence, on va augmenter le son de façon jusqu'à déclencher une sensation d'inconfort par le patient. Et c'est ça ce qu'on appelle le seuil d'inconfort, les petits U que vous voyez tout en bas du diagramme, du graphique, pardon. Donc, dans ce cas-là, ce que vous voyez bien que la conduction osseuse et la conduction aérienne sont toutes les deux superposées et qu'il y a une baisse qui dépasse les 20 décibels, surtout sur les fréquences aiguës. Là, ça signe quoi? Quand on a les deux courbes abaissées, ça signe une surdité de perception. Là, par exemple, vous voyez bien que la conduction osseuse est meilleure que la conduction aérienne. Ceci veut dire que notre capteur par voie aérienne est déficient, c'est-à-dire soit qu'il y ait un problème de la conduction osseuse ou un problème au niveau de l'oreille moyenne, et que le son ne parvient pas, si vous voulez, correctement à l'oreille interne. Voilà. Donc c'est ce qui fait que ici, la voie aérienne est nettement abaissée et particulièrement dans ce tracé, la conduction osseuse reste normale. Donc quand on a une différence entre la conduction osseuse qui reste normale et la conduction aérienne qui est abaissée, on appelle ça un RIN audiométrique et ça, c'est une surdité de transmission. Maintenant, en ce qui concerne l'audiométrie, donc tout à l'heure, on a détaillé l'audiométrie tonale liminaire, c'est-à-dire ça détermine le seuil liminaire d'audition, c'est le seuil auditif. Deuxième remarque, vous pouvez déterminer le seuil moyen de l'audition en faisant la moyenne entre la fréquence 500, 1000, 2000 et 4000 que vous diviserez par 4. Alors, en ce qui concerne l'audiométrie vocale, il faut savoir que celle-ci, elle va essentiellement étudier la compréhension, l'intelligibilité. Et quand vous dites intelligibilité, vous dites mots. Donc, ça va se faire par voie aérienne, évidemment. Donc, à travers le casque, par voie aérienne, il y aura des listes que le patient va devoir répéter. Et donc, vous choisissez, par exemple, moi, généralement, je fais mon audiométrie tonale liminaire. Je sais à peu près, je suis à combien de moyenne et je commence à 10 décibels au-dessus de ma moyenne. En général, là, vous allez vous trouver à presque 100% de compréhension des mots. Ça, c'est selon mon expérience. Donc, ce qui fait que, par exemple, si je suis à un seuil de 30 décibels, un seuil moyen, je vais commencer pour la vocale à 40 décibels. Le patient, en fait, chaque fois qu'un mot, donc j'ai des listes, bien sûr, qui sont modulées en fréquence et en fréquence particulièrement. Donc il y a les listes de Fournier, il y a les listes de plusieurs listes et il peut y avoir des listes monosyllabiques, bisyllabiques, il y a de toutes sortes. Même pour les enfants, il y a la liste de Boursma qui est une liste très très simple faite pour enfants spécialement. Donc, en gros, donc vous faites écouter le patient plusieurs mots et il doit répéter ce qu'il entend. Et à chaque fois que vous allez, à chaque fois qu'il répète correctement le mot, vous allez noter donc un trait ou bien un point. Donc, genre là, sur ce graphique, vous regardez bien. Donc, à 40 décibels, si je compte le nombre de mots répétés, c'était à peu près 30. Donc, il a répété 3 mots sur 10 de la liste que je lui ai présentée. Donc, c'est ainsi que l'on fait. Donc, généralement, ce qui est le plus important, c'est de savoir le seuil d'intelligibilité, c'est-à-dire le seuil pour lequel le patient a pu répéter 50% des mots. Voilà. Donc, ça nous donne une idée sur la compréhension. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations nécessaires pour bien comprendre un audiogramme. Merci. J'espère que vous allez vous abonner déjà. Faites un like pour m'aider, me soutenir et comme ça, je vais m'encourager à faire d'autres vidéos. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.